Va-t-on enfin revenir à la normale, à une forme de normalité sur le front économique après 4 années de chocs éprouvants et de tumultes? Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour David, Bonne bonjour tout le année. monde. Bonne année à vous et Mais, aux vôtres. Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Les ondes de choc provoquées par la Covid, par la guerre en Ukraine, on peut dire que les effets quand même se sont estompés. On retourne un peu à la normale, là, non? On a eu un truc de dingue tout de même. Moi, ça fait 40 ans que je suis l'économie française et au-delà européenne et mondiale. Ce qu'on a vécu depuis 4 ans, on n'a jamais vécu ça. Une production qui chute d'un tiers en France au printemps 2020 en quelques jours, c'était quelque chose d'inconcevable. Lors du premier confinement. Auparavant, oui, lors du premier confinement. Une inflation qui s'envole dans la zone euro à plus de 10%, alors que ça faisait des années que la Banque centrale essayait de pousser la hausse des prix pour la faire monter jusqu'à 2%. Péniblement. Péniblement, sans y arriver. Ouais. Et donc d'un coup ça s'envole à 10%, un an plus tard ça retombe à peine au-dessus de 2%. On a eu des montagnes russes de plein de courbes économiques comme on n'a jamais eu. Or maintenant ce qu'on est en train de voir, c'est que tout ça c'est en train de s'apaiser, les courbes sont en train de s'apaiser, c'est en train de s'assagir. On a des reliefs qui ressemblent à ce qu'on avait avant 2020. Donc on revient à la normale. Pour la première fois depuis 4 ans. Et donc on peut avoir l'impression qu'on revient à la normale. Alors c'est peut-être possible qu'on revienne à la normale, mais c'est pas la même normale qu'avant. Et ça, on s'en rend compte quand on regarde certaines courbes plus que d'autres, et on voit que elles retombent ou elles remontent, mais elles sont pas au même niveau d'avant, au même niveau qu'avant. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, au-delà de ce qui s'est passé pendant ces 4 années absolument incroyables, on a aussi des mutations profondes qui sont à l'œuvre, et c'est ce qu'indiquent ces niveaux qui ne sont pas les mêmes qu'avant. Concernant quoi d'ailleurs? Je sais pas, on prend le pétrole par exemple. On Alors, est revenu à un niveau à peu près sage, on est à 75 $ le baril. oui, mais enfin, on était plutôt pendant la seconde moitié des années 2010, on était plutôt autour de 55-60 $ le baril. Et donc, ça fait tout de même un niveau supérieur. Et on voit que sur toute une série de prix de l'énergie, on a bien redescendu, mais on ne redescend pas au niveau. On ne reviendra pas sous au 60 niveau $ sur antérieur. le baril de pétrole. Vraisemblablement pas, parce qu'on voit bien que les compagnies pétrolières sont en train de diminuer les efforts d'exploration traditionnels. Et puis on sait que ces prix étaient permis par l'apparition, l'émergence du pétrole de schiste. On en a encore pour quelques années, mais on sait que ça coûte très cher. Ça nécessite des capex, des investissements permanents, et donc c'est extrêmement sensible au niveau de prix, et ça va devenir de moins en moins efficace assez vite. Donc ça paraît difficile d'imaginer, avec moins d'investissement et une partie de la production qui est un peu fragile, qu'on retombe durablement à des 55-60 $. Ça veut dire qu'on ne reverra pas d'inflation à 2%. Pourtant, la BCE nous dit le contraire quand même. Alors, on a d'un côté le pétrole, mais le pétrole, en fait, c'est une petite partie de l'affaire. C'est une petite partie des prix. C'est ce qui a provoqué la poussée brutale. Mais on voit bien qu'on a toute une série d'autres produits qui ont augmenté, qui non plus ne vont pas tous retomber au niveau antérieur. Et il y a des raisons de fond qui amènent à ça. D'abord, on a bien vu avec ce qui s'est passé pendant l'épidémie de Covid, que les entreprises veulent assurer leur chaîne d'approvisionnement. Ils se sont rendus compte que ne dépendre que d'un fournisseur ou que d'un seul pays, c'était dangereux. La Chine ou un autre. On avait déjà vu ça quand il y avait eu le tsunami au Japon 10 ans plus tôt. Il y avait des entreprises, des constructeurs automobiles qui étaient dépendants d'une usine de peinture qui se trouvait au Japon, là où la terre avait tremblé, et donc qui ont été obligés d'interrompre leur chaîne de production. Donc il y avait eu une série d'avertissements qui avaient sonné. Mais là, ce qui s'est passé avec le Covid, ça montre clairement qu'on ne peut plus se permettre pour une grande entreprise de dépendre d'un seul producteur, même s'il est le moins cher. Et donc, il faut sécuriser. Ça veut dire multiplier les sources d'approvisionnement, même si on paye un peu plus cher. Ça veut dire aussi reconstituer des stocks, même si ça coûte un peu plus cher. Et on voit bien que l'arbitrage coût-sécurité, il a changé dans ce qui s'est passé depuis 4 ans. Et c'est normal, à la fois parce qu'il y a eu les frontières qui ont été fermées à cause du Covid, et parce qu'il y a eu une décision de se passer brutalement
de certains fournisseurs avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc ça monte les prix. Il y a aussi la volonté de relocaliser les productions pour des raisons de souveraineté. On l'a vu avec les médicaments. On le voit aussi avec toute une série d'autres produits. On va le voir avec ce qui est nécessaire pour la voiture électrique. Il faut essayer d'avoir des approvisionnements qui sont plus sûrs et aussi plus proches. Et ça coûte à nouveau plus cher. Et puis la dernière chose, c'est aussi l'accélération de la transition énergétique. Moi, ça a été ma plus grande surprise pendant ces 4 années. Je pensais qu'on mettrait ça de côté, la transition écologique et énergétique. Au contraire, on a décidé d'accélérer. Et donc ça aussi, on sait que ça coûte plus cher. Donc l'inflation de 2%, c'est mort, voilà. pardon. Vraisemblablement, on aura peut-être une inflation qui retombera provisoirement à 1%, en dessous des 2%. Mais le fait d'avoir durablement une inflation comme celle qu'on a eue au cours des années 2010, ça paraît peu vraisemblable. Donc on va avoir durablement des hausses de prix qui seront un peu plus soutenues. Moi, je m'attendais à ce que ça arrive, mais plus tard. Et ce qui s'est passé avec à la fois Covid et guerre en Ukraine, ça a en fait rapproché l'horizon de cet événement d'une inflation un peu plus soutenue pour des raisons structurelles. Dans cette nouvelle normalité, quels sont les autres grands agrégats économiques? Je ne sais pas moi, l'épargne des Français. Alors il y a l'épargne des Français. Avant le Covid, on épargnait entre 14 et 15% de notre revenu disponible. Ouais. Aujourd'hui, on est aux alentours de 18%. Ça va redescendre, mais ça va redescendre très lentement. Même la Banque de France, qui est très prudente dans ses projections, nous dit en 2026, on sera encore au-dessus de 16%. Donc 1,5 point d'épargne c'est tout à fait significatif. Donc ça ne retombe pas au niveau antérieur, à la fois parce qu'il y a de l'inflation. Quand il y a de l'inflation, les gens veulent préserver la valeur de leur épargne. On pourrait dire qu'ils se précipitent dans les magasins parce que demain ça coûte plus cher, mais il y a un autre facteur qui est très important aujourd'hui, surtout quand il y a une population vieillissante, c'est que les gens veulent préserver la valeur de leur épargne, donc ils mettent davantage d'argent de côté parce que sinon la valeur de leur épargne va s'éroder. Et puis aussi, même, on a vécu des incertitudes très fortes et l'incertitude, ça pousse aussi à l'épargne. Donc une épargne qui risque d'être durablement plus forte du côté des ménages. Et donc une croissance plus faible. En même temps, en France, la croissance est faible. Si on sort de 2017 ou 2018, de quelques années, on a eu 2% de croissance, on est toujours plutôt entre 1 et 1,5%. Si on regarde aussi ce qui se passe lors de chaque crise profonde, pas forcément les petits chocs, mais les gros chocs, on en a eu 3 depuis la Seconde Guerre mondiale en France. On a eu d'abord le choc pétrolier de 1973. Là, la croissance, le rythme de croissance a été divisé par plus de 2%, par plus de 2 après le choc. Avec un pétrole qui est passé de 20 à $60. Oui. Et on a eu une baisse très très sensible de la croissance. Après la seconde grande crise, la deuxième grande crise, puisqu'il y en a une troisième, la deuxième grande crise qui est la crise financière de 2008, le rythme de croissance en France, il a baissé d'1 tiers. Et là, il est vraisemblable qu'il baisse à nouveau parce qu'on a perdu du potentiel dans la crise qu'on n'a pas réussi encore à reconstituer. Ouais, pardon, Jean-Marc, mais qui dit moins de croissance dit aussi peut-être moins de recettes fiscales et donc des déficits publics peut-être plus importants, sachant qu'on est déjà à 5% cette année. L'an dernier, et on sera sûrement pas très très loin. Ça aussi, c'est une autre courbe qui redescend, mais pas au niveau antérieur. On va avoir, vous l'avez dit, à peu près 5% de déficit public rapporté au PIB en 2024. On a eu ça l'an dernier. On va redescendre très très lentement, mais je rappelle qu'en 2019, on était à 3%. On va sans doute pas revenir à ce niveau avant des années. Donc une croissance plus lente, un déficit public structurellement plus élevé, une inflation structurellement plus forte, une épargne aussi plus forte. Pardon, c'est pas folichon, cette nouvelle normalité, pardon Jean-Marc, mais ça donne pas envie. En même temps, si vous réfléchissez, ça fait un puzzle disparate et effectivement pas très attirant. Mais si vous réfléchissez à ce que doit être la transition énergétique et écologique, c'est exactement ça qu'il va falloir. Il va falloir plus d'épargne parce qu'il va y avoir des investissements à financer et donc
donc dans le partage entre investissement et consommation. Il va falloir qu'on consomme un peu moins, donc on épargne davantage, et qu'on investisse davantage pour faire tous ces nouveaux... C'est une rupture par rapport à ce qu'on qui vont être a vécu jusqu'à présent. Oui, bien sûr. Donc ça, moins d'épargne, plus de marge pour les entreprises pour qu'elles puissent investir davantage, c'est absolument nécessaire pour la transition énergétique. Un déficit public plus élevé, c'est aussi absolument nécessaire pour que l'État aide, encourage le mouvement, et on le voit bien avec... On va voir ce que diront les Européens aussi. Je ne sais pas s'ils seront très contents qu'on garde très longtemps, alors qu'il y a de nouvelles règles de consolidation, en tout cas à respecter de déficit public, que sûr, nous, on voit bien au-delà de 5%. Mais on voit bien que la transition écologique est aussi dans le débat. On l'a bien vu avec le plan de relance qui a été fait. On le voit bien aussi avec ce qui se passe aux États-Unis, qui a un déficit plus important que nous, alors qu'ils ont une croissance plus forte. Et l'une des explications, c'est qu'ils accélèrent aussi dans la voie de cette transition. Donc un déficit plus élevé, et puis une croissance qui ralentit, parce qu'effectivement, l'économie est en train de prendre un virage majeur, comme elle n'en a pas pris depuis plus d'un siècle. Et dans un virage, quand vous êtes au volant, est-ce que vous accélérez ? La réponse est non. Non, vous ralentissez, parce que sinon vous risquez la sortie de route. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc en fait, le paysage qui se met en place, c'est un paysage qui qui sera sans doute assez familier dans les années, voire les 2 décennies à venir. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on a le paysage de la transition, mais on ne va pas assez vite dans la transition. Voilà, donc retour à une forme de normalité, mais pas la normalité d'avant. Voilà, une normalité différente, une normalité plus verte peut-être. Voilà, et plus responsable. Merci beaucoup. Merci à vous. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, salut. Au revoir.